Bonjour à tous. Écoutez, je me présente. Je suis Nicolas Robière, rédacteur en chef de La République et de l'Éclair. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, vous présenter Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences. Et je me dois à l'auditoire de dire, je lui ai dit tout à l'heure, combien j'étais en cancre en physique jusqu'au lycée et combien son livre m'a permis de comprendre des choses que je ne comprenais pas forcément avant. Je vous demande d'applaudir Étienne Klein. Alors, je ne sais pas si je vous ai bien présenté, parce qu'il aurait fallu dire aussi que vous êtes un montagnard, un alpiniste aguerri, un sportif aguerri d'ailleurs, que vous êtes un amateur d'anagramme, et c'est peut-être qui a déclenché, je ne sais pas, cette facétie dans les mots, l'écriture du livre. C'est-à-dire que vous partez de ce mot physique, qui est un des rares, et j'ai réfléchi, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai pas trouvé, qui est au masculin, au féminin en français. Comment vous vient l'idée dans le transport physique de ce livre? Alors bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation. J'adore cette ville de Sceaux. Vous avez dit que j'étais alpiniste. J'ai peut-être viré pyrénéiste, je ne sais pas. Alors, en effet, le mot physique, il existe au masculin et au féminin. Il y a le physique et la physique, d'où deux sortes de cultures physiques différentes. Il y a l'activité physique et puis il y a la culture en physique, qui sont très nettement séparés dans les cursus scolaires. Et l'idée du livre, enfin une des idées qui ont fait que ce livre a fini par être écrit, c'est de provoquer une sorte de court-circuit entre la physique au féminin et le physique au masculin. Et ça m'a amené dans des secteurs que je n'avais pas imaginés au départ. Il y a d'ailleurs des cas où le fait de bien connaître la physique permet de faire des exploits physiques, au sens de sportif. C'est ce que vous démontrez au début? Alors, pas tout à fait au début. Pas tout à fait, oui. Non, je parle de... Alors, ceux de ma génération s'en souviennent, en 1968, il y a eu les Jeux de Mexico, Jeux Olympiques. Et moi, j'avais regardé l'épreuve de saut en hauteur, en direct. Et à l'époque, les sauteurs en hauteur, ils sautaient en ventral, course d'élan, pied d'appui, appel, et ils enroulaient la barre avec leur corps. Et ils retombaient sur un matelas ou sur un tas de sable. Et on a vu arriver un sauteur qui s'appelait Fosbury, et qui lui sautait bizarrement, puisque au lieu d'enrouler la barre, il tournait le dos à la barre, et puis il l'enroulait avec son dos. Et il a battu le record olympique, il a eu la médaille d'or, mais avant, il a été déclassé au motif qu'il ne respectait pas le règlement. Et puis on a fini par regarder le règlement, et on a vu qu'il n'avait enfreint aucune règle. Et simplement, c'était un ingénieur des ponts et chaussées qui avait compris qu'on peut sauter plus haut que son corps. Puisqu'en fait, quand on saute en Fosbury, c'est le nom de la technique, en fait, le centre de gravité du sauteur, il passe sous la barre. Et le corps, il passe au-dessus. On enroule la barre avec son dos, ce qui demande une grande souplesse, mais le corps a la forme d'un U, à l'envers. Et donc, le centre de gravité passe sous la barre alors que le corps passe au-dessus. Or, comme l'effort qu'on doit fournir concerne seulement le centre de gravité, eh ben, il a rusé, en fait. Il a utilisé la physique pour accomplir un exploit physique. Et en même temps, l'origine du livre, c'est pas tout à fait ça. L'origine du livre, c'est un court-circuit entre deux événements qui ont été séparés par de très longues années. Le premier événement, c'est la physique en classe de seconde, que d'après ce que j'ai compris tout à l'heure, vous n'avez pas aimé. Et c'est normal, parce que moi non plus, je ne l'ai pas aimé. Pourquoi ? Parce qu'on a appris en seconde les grands principes de la mécanique qui ont été énoncés pour la première fois par Galilée. Et ces principes disent des choses qui semblent complètement folles parce qu'elles contredisent les phénomènes qu'elles expliquent. Par exemple, moi je me souviens très bien du cours que nous avons eu, au cours duquel la professeure de physique, qui s'appelait Madame Cléo, nous a enseigné le principe d'inertie de Galilée, qui dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Moi, j'allais au lycée en vélo. Et j'avais bien compris qu'en vélo, et d'ailleurs dans la vie courante, c'est l'immobilité qui est contagieuse.
Si mon corps devient immobile sur mon vélo ne va pas tarder à s'immobiliser. Donc l'immobilité est contagieuse. Pour le dire autrement, avec les mots d'Aristote, qui n'avait pas fait de vélo, pour qu'un corps soit mis en mouvement, il faut exercer une force sur ce corps. C'est ça la vie dans notre monde. Et là, il y a Galilée qui arrive, un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. J'étais beaucoup trop timide à l'époque pour interroger la professeure, mais quand même à la récréation, j'ai eu suffisamment de courage pour lui demander, Madame, pourquoi je dois pédaler? Et elle m'a dit, Klein, vous manquez de sens physique. J'ai failli faire du droit. Et ensuite, on a eu le principe de relativité de Galilée. Le mouvement, dit Galilée, le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, vous sentez que vous êtes en mouvement. Galilée dit le mouvement est comme rien. C'est-à-dire quand vous êtes en mouvement, en ligne droite à vitesse constante, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais dans un TGV, il y a le contrôle des billets, un monsieur n'avait pas de billet, le contrôleur sort sa machine pour encaisser l'amende, et le monsieur dit, monsieur le contrôleur, depuis la classe de seconde, j'ai appris le principe de relativité, le mouvement est comme rien, et depuis, je refuse de payer mes billets de train. Ce qui est un raisonnement parfaitement cohérent, mais les contrôleurs de la SNCF sont formés à ce genre d'argument. Et le contrôleur a répondu, monsieur, vous n'avez cité que la première moitié de la phrase de Galilée. La première moitié, c'est en effet, le mouvement est comme rien. Et, deuxième moitié de la phrase, et l'immobilité est un mouvement partagé. Là, on est tous immobiles les uns par rapport aux autres, mais on est à très grande vitesse par rapport au soleil. On partage le même mouvement, ce qui nous donne l'impression d'être immobile. Monsieur, nous sommes tous les deux en train de partager le même mouvement, puisque nous sommes immobiles l'un par rapport à l'autre. Donc, payez. Voilà. Je ne sais pas si tous les contrôleurs... Voilà, ça c'est le premier choc, si vous voulez, c'est que la physique de Galilée, contrairement à celle d'Aristote, contredit les phénomènes que les principes de Galilée expliquent. C'est comme pour la chute des corps. Nous, on voit les corps lourds qui tombent plus vite que les corps légers. Galilée dit non, tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Voilà. Et le deuxième choc, c'est bien après, un ami chef d'orchestre m'a invité à dîner pour parler du lien entre temps et musique. Il s'appelle Alain Altinoglu, il dirige un orchestre à Bruxelles. Et en fait, au lieu de parler de ce sujet, il m'a parlé de sa passion pour Maurice Ravel. Maurice Ravel, grand compositeur, mais paraît-il piètre chef d'orchestre. Et dans les années 20 à Paris, il a dirigé un orchestre qui jouait quelques-unes de ses œuvres. Et lors de l'exécution d'un des morceaux qu'il avait composé, il a, comme on dit, en plein milieu du morceau, il a interrompu sa gestique. Il s'est immobilisé, ce qui a évidemment créé une cacophonie dans l'orchestre. Des musiciens ont cessé de jouer, d'autres ont joué à leur rythme, bref. Puis il a repris sa gestique, seconde cacophonie. Et à la fin du concert, on lui a demandé, maître, que s'est-il passé? Et Ravel a répondu, pendant un court laps de temps, j'ai entendu à l'intérieur de mon crâne une autre interprétation possible de mon œuvre que celle qui était jouée par l'orchestre. Autrement dit, sa musique intérieure l'a rendu sourd à la musique extérieure. Et moi, ça m'a fait un choc qui a fait court-circuit, parce que finalement, je me dis, mais ça, c'est une illustration, une métaphore de la condition humaine. Non pas qu'on soit enfermé dans notre cerveau, quoique, mais on est enfermé dans le monde. Et la musique du monde, le monde c'est la terre, l'atmosphère, on n'est pas dans le vide, on voit le ciel avec nos yeux, ce monde dans lequel nos corps sont condamnés à demeurer, ce monde est tellement particulier d'un point de vue physique qu'il masque l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est que les lois physiques, les vraies, les lois universelles, sont dans notre monde enrobées de phénomènes physiques qui empêchent de les voir. Donc les lois physiques sont cachées, et c'est pour ça qu'elles semblent contradictoires. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le principe d'inertie en acte? Parce qu'il y a la résistance de l'air, il y a le frottement des pneus quand on est en vélo, et ce sont ces forces qui immobilisent mon vélo. C'est les conditions particulières du monde qui m'empêchent de voir
les lois physiques. De même, si je vois les corps de masse différentes tomber à des vitesses différentes, c'est parce qu'ils ne tombent pas dans le vide, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a un livre à faire sur la naissance notamment de la physique moderne. Comment est-ce que les gens ont fait, je parle de Galilée, pour trouver des moyens intellectuels de contredire les phénomènes physiques par des lois qui les expliquent quand même. Alors, c'est tout votre livre, en fait. C'est une longue méditation, mais aussi des explications. Vous expliquez très bien, on prend des exemples très précis, très concrets, parfois des exemples qui vous concernent. Une course en montagne où vous croyez défaillir, le vélo au premier cours de physique, et vous arrivez à, effectivement, cette physique moderne que vous datez, enfin qu'on date, que tout le monde date, aux environs du XVIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive à cette autre compréhension du monde qui va être fondamentale? Bon. Alors déjà, il y a l'histoire des idées qui permet de comprendre pourquoi ça advient au XVIIe siècle, mais aussi des génies. Enfin, au début du XVIIe, il y a une petite bande de génies, là, Galilée que j'ai cité, Blaise Pascal, Descartes, Newton un peu plus tard, qui ont trouvé des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte que le monde dans lequel on vit, décoïncide avec lui-même. Autrement dit, Galilée, par exemple, il comprend que la physique, la vraie physique, c'est pas une bureaucratie des apparences. Il ne suffit pas de regarder les phénomènes pour, par induction, trouver les lois qui les pilotent. Au contraire, l'observation nous trompe. Si on observe les choses et que, par induction, on énonce des lois qui ressemblent aux phénomènes, comme l'a fait Aristote. Aristote, il écrit une physique qui ressemble à ce qui se passe dans le monde. Mais ils comprennent que non, il va falloir trouver des stratagèmes intellectuels en posant des questions qu'on appelle contrefactuelles, des expériences de pensée. Qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce qui se passerait si on était dans le vide? Qu'est-ce qui se passerait, alors ça c'est Einstein un peu plus tard, qu'est-ce qui se passerait si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Qu'est-ce qui se passerait si j'étais au bord d'un trou noir? Et donc on s'émancipe du monde pour réfléchir. Et en réfléchissant, on invente des concepts, des lois, qui ne sont pas déduites de l'observation, mais d'un raisonnement. Et armés de ces lois, on va réinterroger ce qui se passe dans le monde par le biais d'expériences. Autrement dit, ce que comprennent ces gens, c'est que faire de la physique, c'est aller se faire voir ailleurs, quitte à rester sur place. C'est-à-dire, on va se faire voir ailleurs par l'esprit. Maintenant, des gens vont se faire voir ailleurs avec leur corps. Les astronautes. Voilà. Quand vous faites un vol parabolique, qu'on appelle aussi un vol 0G, ou bien quand vous allez dans l'ISS, comme Thomas Pesquet, tous les principes physiques dont j'ai parlé, qui sont cachés dans notre monde, parce qu'enrobés de phénomènes physiques qui les masquent, dans l'ISS, vous voyez le principe de relativité, le principe d'inertie, l'égalité de l'action et de la réaction. Vous voyez qu'on peut être en impesanteur dans un champ de pesanteur. Donc l'impesanteur, ce n'est pas l'absence de pesanteur, c'est l'absence de ressenti de la pesanteur, comme Einstein l'avait compris. Donc si Aristote avait fait un vol 0G, la physique aurait gagné 2000 ans. Le problème, 2500 ans même, non 2000 ans, pardon. Le problème, c'est que notre langage, notre façon de dire le monde, n'est nullement affecté par ce qu'on a appris grâce à la physique. On parle comme avant. En fait, on parle comme Aristote. On continue à parler comme Aristote. Prenez l'exemple suivant. Imaginons, ce qui n'est pas du tout le cas, qu'il y ait une poussière sur le sol, une miette de pain. Je vais chercher un aspirateur, je le branche, je l'allume, et je vois la miette de pain qui fonce dans le tube. C'est quand même incroyable, ça. Comment elle sait que... Comment la miette de pain sait qu'elle doit aller dans le tube? À distance. Alors je demande à mes étudiants, c'est quoi la force qui fait que la miette de pain va dans le tube de l'aspirateur? Mes étudiants me disent, Monsieur Klein, arrêtez de nous fatiguer. Un aspirateur, ça aspire. Okay, donc la miette, elle est aspirée. Ça, c'est Aristote, qui n'avait pas d'aspirateur. Mais c'est complètement faux. Elle n'est pas du tout aspirée. En fait, la miette, elle est immobile parce qu'elle est bombardée par des molécules d'air
qui viennent de toutes les directions, d'oxygène, d'azote, elle est bombardée dans tous les sens. Et la résultante de tous ces chocs, c'est 0, donc elle est immobile. Maintenant, si je branche l'aspirateur et je l'allume, au fond de l'aspirateur, il y a une hélice qui tourne avec des pales. Les pales vont percuter des molécules d'air qui seront propulsées vers le fond de l'aspirateur. Mais si l'aspirateur n'était pas en marche, certaines de ces molécules iraient taper la miette. Mais là, elles ne viennent plus, puisqu'elles sont noyées au fond. Donc le nombre de molécules qui viennent taper la miette depuis ma droite va être plus faible que le nombre de molécules qui vont la taper depuis la gauche. Donc en fait, la miette, elle est poussée dans l'aspirateur. Il faudrait changer le nom, il faudrait rebaptiser les aspirateurs et les appeler des rétropousseurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça va prendre. Non mais il y a un truc marrant, parce que souvent on vous dit, vous en avez 2 pour le prix d'un. Alors 2 aspirateurs pour le prix d'un. Vous les branchez tous les 2 en tête bêche, avec l'idée que ça va aller 2 fois plus vite. Ben non. Si vous les branchez tête bêche, la miette, elle reste au milieu. Donc 2, ça fait moins que 1. Alors ce que vous avez piqué très bien dans votre livre, il faut ces pas de côté, et que les génies de la physique, finalement, se sont posés des questions, ont lancé des théories, mais qu'ensuite, il faut les démontrer. Et j'utilise, alors vous avez cette formule que j'aime bien, c'est les fusées mathématiques, c'est-à-dire des modèles mathématiques qui permettent de confirmer, finalement, ou moins répondre à certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis posé une question, parce que vous avez beaucoup d'exemples. Je pense au boson de Higgs, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que parfois, les mathématiques peuvent se tromper? Est-ce qu'il y a eu des fausses intuitions? En fait, les mathématiques, c'est le langage de la physique. Alors la question est de savoir si c'est un langage humain très précis qu'on projette sur le monde, ou bien est-ce que c'est le langage de la nature qu'on doit apprendre pour comprendre le monde. Et ça, c'est une question ouverte, je ne vais pas rentrer dans les débats qui sont très compliqués, mais il y a quand même une efficacité opératoire des mathématiques en physique qui est époustouflante. Pensez par exemple, quand Einstein écrit la théorie de la relativité générale qu'il publie en 1915, l'idée de base, elle est toute simple. Il l'a eue en 1907, c'est l'idée dont il a dit qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Il l'écrit, il suffit de le lire, il dit voilà, j'ai compris ce jour de novembre 1907, en rentrant de déjeuner, pendant ma petite sieste de l'après-midi, j'ai compris que si je tombais en chute libre, je ne sentirais pas que j'ai un poids. Et ça, cette idée, n'importe qui aurait pu l'avoir depuis Galilée. Pourquoi? Parce que si je tombe en chute libre, ça veut dire que je tombe dans le vide. Donc la seule force qui s'exerce sur mon corps, c'est mon poids. Voilà, c'est ça être en chute libre. Il n'y a plus de résistance de l'air, il n'y a plus de poussée d'Archimède, on tombe sans résistance aucune. Maintenant, si je prends ma paire de lunettes avec moi, je la lâche pendant que je tombe, elle n'a pas la même masse que moi, mais elle tombe à la même vitesse que moi dans le vide. Donc alors même que je subis la gravitation, par l'entremise d'une force qui est mon poids, je vois ma paire de lunettes qui ne tombe pas. Elle est en lévitation, elle flotte, elle lévite. D'accord? Donc j'ai l'impression, alors même que je subis la gravitation, que la gravitation n'existe plus. Autrement dit, vous avez là une cause qui produit un effet qui semble annuler la cause. Et Einstein, il dit, mais c'est quoi ça? Et ça va le bouleverser, il le dit lui-même dans ses mots. Il va travailler 8 ans là-dessus, et il va publier la théorie de la relativité générale qui me démontre que la gravitation n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace, mais c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et en fait, il comprend que quand on est en chute libre, je l'ai dit, on ne subit qu'une seule force, et qui est le poids, mais on ne sent pas qu'on a un poids. Autrement dit, pour sentir qu'on a un poids, il faut subir une autre force que son poids. Par exemple, la réaction de notre chaise à notre poids. C'est ça qui fait qu'on sent qu'on a un poids. Et du coup, on peut être en impesanteur dans un champ de pesanteur. Quand vous êtes en chute libre, vous êtes en impesanteur, alors que vous subissez la pesanteur. Et
J'ai pas eu la chance d'aller dans l'ISS, mais j'ai pu faire un vol 0G. Vous savez, c'est des vols paraboliques, un Airbus, décolle, très forte pente. Là, on subit plus que son poids. Quand on est à 10 000 mètres, il n'y a plus de résistance de l'air. On coupe quasiment les moteurs et l'avion a une trajectoire parabolique. 12 secondes de montée, 12 secondes de descente, puis on fait ça 40 fois. Donc on est en apesanteur pendant 24 secondes. Et on est comme un astronaute qui est libéré de son poids, on peut faire des rondades, etc. Et c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai dit, il y a 12 secondes de montée. Ça veut dire qu'on peut monter en chute libre. Voilà. On peut monter en chute libre. Ça veut dire que notre langage, vous voyez, il n'est pas adapté, quoi. On continue à penser, à dire le monde dans le langage d'Aristote, et ça ne va pas. Et les mathématiques, justement, nous permettent de... Vous avez parlé de fusée, c'est une fusée qui nous projette dans des mondes qui sont inaccessibles à nos sens. En fait, nos sens, ils sont évidemment très utiles. Quelqu'un qui serait privé des 5 sens ne pourrait pas survivre. Donc, mais nos sens, ils sont adaptés au monde. Ils ne sont pas adaptés à la vérité. Donc ils sont utiles, mais ils nous trompent souvent. Par exemple, si j'étais venu aujourd'hui avec un morceau de bois que j'aurais posé sur la table et un morceau de marbre que j'aurais posé à côté, j'aurais demandé aux personnes du premier rang de poser la main sur le morceau de bois puis sur le morceau de marbre, et je leur ai demandé, à votre avis, lequel des deux morceaux de matière là est le plus chaud. J'ai déjà fait l'expérience, tout le monde répond le morceau de bois. Et en effet, le bois est plus chaud que le marbre. Ensuite, j'aurais sorti 2 glaçons de ma poche. Le premier que je pose sur le morceau de bois, le second sur le morceau de marbre. Et je demande aux personnes que j'ai interrogées, à votre avis, lequel des 2 glaçons va fondre le plus vite? Et tout le monde répond le morceau de bois parce qu'il est plus chaud. Et quand on fait l'expérience, on voit que le glaçon qui est sur le marbre disparaît en une flaque d'eau en quelques minutes, et celui qui est sur le bois, il est encore là à la fin de ma conférence. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on dit qu'en fait les 2 morceaux de matière étaient à la même température, qui est la température de la pièce. Donc ma main, votre main, qui s'est posée sur les 2 morceaux, a été trompée. La main, ce n'est pas un bon thermomètre. Sauf que la main envoie au cerveau une information, le bois est plus chaud, donc le cerveau dit, si c'est plus chaud, le glaçon va fondre plus vite. Donc tout le monde se trompe. Okay. Et les mathématiques, c'est une façon d'éviter ces biais cognitifs. Et dans le cas, il y a 2 cas qui sont quand même que tout le monde doit avoir en tête. Quand Einstein publie sa théorie en 1915, quelques semaines plus tard, il prédit l'existence d'ondes gravitationnelles, qui sont des vibrations de l'espace-temps, qui éloignent 2 points d'espace sans que les points se déplacent. Vous avez 2 points dans l'espace, leur distance augmente, puis rétrécit. Quand on voit des points qui se déplacent comme ça, on dit ils bougent dans l'espace. Einstein dit non, leur distance augmente, mais ils sont immobiles. Ce qui se passe, c'est que l'espace qui les sépare gonfle. Donc on peut augmenter sa distance par rapport à un autre point sans s'éloigner de lui. Donc vous voyez, tout est contre-intuitif. Voilà. Et un siècle plus tard, on a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles qui ont traversé la Terre. Et quand vous regardez le spectre temporel, vous pouvez regarder sur Internet, c'est des ondes qui ont été produites il y a 1,7 milliard d'années par la fusion de 2 trous noirs de 30 masses solaires. Regardez le spectre temporel, mesuré. C'est exactement celui qui a été calculé. Donc, ça marche. Alors, il y a des gens qui disent, mais à chaque fois que ça marche, c'est un coup de chance. Mais ça fait beaucoup de miracles. L'autre cas qui est vraiment incroyable, c'est le boson de Higgs. Le boson de Higgs. Dans les années 60, les physiciens décrivent les interactions nucléaires, électromagnétiques, sans la gravitation. C'est ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui marche impeccablement, qui permet de faire des prédictions sur le résultat des collisions qu'on fait avec des particules, et on observe des choses qui sont conformes aux prédictions du modèle standard. Sauf que si on regarde les équations du modèle standard, mathématiques donc, elles impliquent que la masse des particules élémentaires doit être nulle. Vous avez une théorie qui marche, mais elle prédit des choses absurdes.
Donc les gens disent, la théorie, ça ne va pas, quoi. Ce qui compte en physique sont les faits. Et si les faits contredisent la théorie, il faut changer la théorie. Puis il y a 3 physiciens jeunes qui disent, non, souvenons-nous de Galilée. Le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire par des lois qui contredisent l'observation. Et donc ils disent, peut-être que le modèle standard a raison. Peut-être que c'est nous qui, depuis des siècles, nous trompons sur ce qu'est la masse. Parce que nous, on identifie masse et matière. Dès qu'on pense à une particule de matière, on imagine qu'elle a une masse. Et dès qu'on pense le concept de masse, on imagine qu'est associé à ce concept des objets matériels. Qui dit matière dit masse, qui dit masse dit matière. Et les 3 physiciens disent, peut-être qu'en disant ça, on dit quelque chose de faux. Peut-être que la masse des particules de matière n'est pas une propriété intrinsèque qu'elles portent du fait qu'elles sont des particules, mais peut-être que la masse des particules est une qualité secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Voilà. Et donc, ils ont fait un modèle dans lequel le vide est colonisé par un champ scalaire dont les quantas sont des particules qu'on appelle les bosons de Higgs. C'est en 1964 qu'ils écrivent ces papiers. Et en 2012, au LHC, on détecte le boson de Higgs, les quantas de ce champ. Et le boson de Higgs, il a exactement les propriétés qui avaient été calculées. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on a touché le réel. Je ne dis pas que la physique décrit le réel. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'on ne peut expliquer son efficacité opératoire que si on accepte l'idée que la physique nous dit des choses qui ont à voir avec le réel. Ouais, et je suis prudent. Et ça, c'est passionnant. Et le livre est plein de ces exemples, quoi. Et ça, on comprend bien le principe. Et d'ailleurs, ça vous amène à un chapitre où vous réfléchissez à ses capacités de calcul. Là, on revient au corps, parce que vous, dans le corps, vous mettez le cerveau comme les muscles. Hein. Le corps est le physique tel qu'il faut le voir dans son tout. Et vous vous interrogez sur l'intelligence artificielle en vous disant, est-ce qu'à partir du moment où on aura des capacités de calcul infinies, on va tout résoudre grâce à l'intelligence artificielle. Avec cette phrase, qui est très intéressante, parce que je pense que c'est le nœud un peu du livre, c'est les théories en disent plus que les données disponibles au moment où elles sont mises sur pied, notamment parce qu'elles explicitent des lois que les données n'illustrent jamais de façon limitée, donc partielle. En gros, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que l'IA a une capacité de compilation de données impressionnante, mais elle n'est pas forcément capable d'aller sortir une théorie de ça. Est-ce que j'ai tout compris? Vous avez une très bonne note. Enfin, si j'étais votre professeur, vous êtes dans la... Non, c'est même pas l'excellence, c'est la précellence. C'est 21 sur 20. Merci. Il faut l'applaudir. J'ai attendu 54 ans. Non, en fait, les physiciens, ils ont vécu récemment 2 blessures narcissiques. La première, c'est en 2012, je crois, je peux me tromper sur la date. Il y a eu un article publié par un monsieur qui s'appelle Chris Anderson, qui s'intitulait « La fin de la physique théorique ». Et ce qu'il disait, c'est que bientôt, si on recueille beaucoup de données, qu'on donne à des logiciels, à des algorithmes dits intelligents, on en apprendra grâce à eux plus que par les théories physiques. C'est un article qui a été extrêmement discuté, etc. Mais moi, j'étais évidemment pas d'accord, puisque la physique moderne dont on a parlé, avec Galilée, Einstein et quelques autres, elle est née sans données. Ou plutôt, les données qu'on a contredisent les lois. Quand Galilée n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise, c'est une légende. S'il l'avait faite, il aurait vu, comme tout le monde, que les corps lourds sont plus vite que les corps légers dans notre monde. Donc l'expérience de la tour de Pise aurait validé Aristote. Donc il n'avait pas de données. Ou plutôt le peu qu'il avait de données contredisait la loi qu'il a énoncée. Quand Einstein écrit les équations d'Einstein de 1915, qu'on utilise en 2025 quand on fait de la cosmologie, qu'est-ce qu'Einstein avait comme données en 1915 ?
En 1915, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas que l'univers est en expansion. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas identifié les forces nucléaires. Donc par rapport à aujourd'hui, on ne savait rien. Et Einstein trouve les bonnes équations. Et ces équations ont agi comme des treuils ontologiques. Elles ont permis de prédire l'existence d'entités physiques qu'on n'avait jamais vues. Et parce qu'elles étaient prédites par la théorie, on les a cherchées et on les a vues. Les ondes gravitationnelles dont j'ai parlé, les trous noirs, les pulsars. Bon, c'est des choses qu'on a pu identifier parce que les théories réclamaient qu'elles existent. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, on prédit des choses. Les particules supersymétriques, par exemple, on n'en a pas vu, alors qu'elles faisaient partie des prédictions de modèles théoriques très élégants. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, en effet, les théories en disent plus que les données. Et quand on parle d'IA, le mot intelligence, c'est le mot anglais. Et l'intelligence en anglais, ce n'est pas l'intelligence en français. En anglais, c'est simplement le traitement des données et la gestion de l'information. Alors qu'en français, intelligence, c'est aussi la capacité à discerner le vrai du faux, à créer des concepts, à faire des expériences de pensée, etc. Ce que l'IA, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas. Maintenant, elle est impressionnante, puisqu'elle mime dans beaucoup de secteurs l'intelligence humaine. Deuxième blessure narcissique, en 2024, on a donné le prix Nobel de physique à 2 chercheurs qui n'étaient pas physiciens, qui étaient des pionniers de l'IA. L'un qui a inventé les réseaux de neurones artificiels, l'autre l'apprentissage profond. Et alors on s'est dit, mais est-ce que ça veut dire qu'on considère que l'IA va mieux faire de la physique que les physiciens? Ou bien est-ce que ça veut dire que les physiciens vivants ne méritent pas le prix Nobel? Bon, heureusement, en 2025, 3 prix Nobel de physique, des vrais physiciens. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des secteurs où on a besoin de données. Par exemple, comment est-ce qu'on intègre la gravitation dans le modèle standard de la physique des particules? Il y a plein de modèles théoriques. Comment savoir lequel est le bon? Il n'y a pas d'autre solution que recueillir des données grâce à des nouveaux collisionneurs de particules. Est-ce que les gens sont d'accord pour financer des nouveaux projets de grands collisionneurs? Voilà, c'est une question de société, ça. Est-ce qu'on est prêt à financer des projets à très long terme pour répondre à des questions du type est-ce que le boson de Higgs a des partenaires chargés? Voilà. Il y a une autre intelligence qui affleure, on va dire. Et votre livre, il ne faut pas croire que c'est que de l'histoire de la physique et des calculs. Il y a beaucoup de littérature, finalement. Vous parlez de poésie, un autre langage, la physique et la poésie qui permettrait d'avancer finalement dans les découvertes. Beaucoup de philosophie, vous ne citez pas que des scientifiques en fait. Il y a du Stefan Zweig, vous citez très régulièrement Paul Valéry d'ailleurs, Umberto Eco parfois, etc. En quoi cette connaissance philosophique des mots, de la poésie, aide à une compréhension du monde? Parce que la physique, c'est quoi? C'est une compréhension du monde. En fait, c'est pas. D'abord, moi j'ai un petit défaut, tout le monde en a, mais moi je ne vois pas les frontières. Les frontières entre disciplines, je les perçois pas. Et donc je les traverse sans m'en rendre compte. C'est un peu comme le massif du Mont Blanc avant le portable. Quand vous êtes en train de faire de l'alpinisme, enfin, quand vous êtes en train de faire du pyrénéisme dans les Alpes, je sais être démagogue. Hein. Avant d'avoir les portables, on ne savait pas si on était en France, en Italie, en Suisse, parce qu'il y a des zones comme ça qui sont pas claires du point de vue des frontières, et on les traverse sans se rendre compte. Et regardez, quand vous êtes au lycée, en terminale par exemple, moi je me souviens d'un jour où le matin, on a eu un cours de philosophie sur le temps, et le professeur nous a parlé de Kant, Heidegger, Husserl et quelques autres. Et l'après-midi, le professeur de physique nous a parlé brièvement de la variable t des équations de la physique par laquelle on représente le temps. Bon. Et moi, du haut de mes 17 ans, là, je me demandais, mais quand le prof de physique parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose que le professeur de philosophie? Si la réponse à cette question est non, pourquoi c'est le même mot? On devrait nommer différemment des choses différentes. Et s'ils parlent de la même chose, est-ce qu'ils en disent les mêmes choses?
Et à l'évidence, non. Le professeur de physique ne parlait pas du temps comme le professeur de philosophie. Donc moi je me disais, mais lequel a raison? À qui je dois accorder du crédit? Et ça me semble être une question de cohérence intellectuelle. On devrait, dans les lycées, faire se rencontrer le prof de physique et le prof de philo quand ils parlent d'un concept que les deux disciplines désignent par le même mot. C'est une question de cohérence. Et donc, finalement, le sujet de recherche, quand on écrit un livre sur la physique, c'est la langue. Parce que la physique n'est pas spontanément dite par le langage, je l'ai dit. Le langage nous trompe. Faites l'expérience suivante. Lisez, vous l'avez sûrement déjà fait, le livre de Saint-Augustin qui s'appelle Les Confessions, qu'il a écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc il y a 16 siècles. Il y a un chapitre absolument génial qui s'intitule Le temps. Traduit en français, vous le lisez, et il se passe un truc absolument étonnant quand vous lisez Saint-Augustin, c'est que vous comprenez ce qu'il dit. C'est quand même incroyable. Puisqu'entre Saint-Augustin et nous, il y a eu Galilée, Newton, Boltzmann, Einstein et quelques autres qui ont complètement changé notre façon de comprendre le temps, sa relation à l'espace, sa relation à l'énergie. Tout a changé. Donc, si on avait tenu compte dans notre façon de parler de ce qu'on a appris grâce à la physique, on ne pourrait pas comprendre Saint-Augustin. Le langage aurait été tellement déformé que sa langue nous serait devenue incompréhensible. Or, nous comprenons Saint-Augustin. Pourquoi? Parce que nous parlons comme lui. C'est-à-dire que le langage n'a pas évolué. Et il charrie avec lui des a priori clandestins qui déterminent notre façon de penser. Or, si on dit mal les choses, il y a des chances qu'on les pense mal. Voilà. Et donc, moi, mon travail, c'est comme dit Wittgenstein, c'est d'être en lutte avec la langue. Et être en lutte avec la langue, ça veut dire travailler les phrases pour qu'elles arrivent à dire des choses qu'elles ne disent pas spontanément. Et pour cela, la poésie, la philosophie, certaines phrases, ça peut aider. Voilà, parce que ça permet des sortes d'écarts par rapport au langage ordinaire qui ouvrent des voies de compréhension que la langue ordinaire n'évoque pas. Et donc, on parlait d'IA. Moi, une des craintes que j'ai, c'est qu'à force d'utiliser l'IA, notamment ChatGPT, on en vienne à parler comme ChatGPT. Voilà. Et si on se met à parler exactement comme ChatGPT, alors toute cette critique du langage va être noyée dans des façons de dire, dans des éléments de langage qui masqueront les connaissances qu'on devrait pourtant intégrer dans notre façon de penser. Oui, oui, vous êtes, on va dire, relativement prudent avec l'IA vis-à-vis de ça. Et c'est ce qui apparaît dans le livre, c'est combien vous faites beaucoup de citations, et c'est beaucoup de citations, effectivement, de philosophes, de poètes, d'écrivains, pour faire comprendre, nous acheminer vers ce que vous voulez nous expliquer, c'est-à-dire cette découverte d'un monde qu'on ne connaît pas encore, qu'il va falloir découvrir. Et c'est un peu, au fil des pages, la question qui m'est venue. On aborde l'infiniment petit, les bosons, les gluons, etc. Et l'infiniment grand. Vous avez des pages magnifiques sur la découverte de l'univers. Est-ce qu'un jour, on va tout découvrir? Est-ce que c'est la question la plus compliquée, je pense? Mais c'est la question qui m'est venue. À force d'avancer comme ça, de manière à la fois par des foudroyances, par des scientifiques qui vont nous faire avancer. Est-ce qu'on recule parfois d'ailleurs? Jusqu'à maintenant, vous avez posé des questions qui m'ont beaucoup plu. Hein. Mais j'en sais rien. En fait, la physique d'aujourd'hui, elle est schizophrène. Hein. Il y a le modèle standard de la physique des particules qui décrit les interactions nucléaires et l'interaction électromagnétique, et puis il y a la relativité générale qui décrit la gravitation. Et ces deux théories qui ne se parlent pas, qui sont bâties sur des modèles d'espace-temps complètement différents. L'espace-temps de la relativité générale, c'est un espace-temps courbé qui est déformé par les objets qu'il contient. L'espace-temps de la physique quantique, du modèle standard, c'est un espace-temps qui est statique et rigide. Et donc, il y a plein de tentatives. Il y a la théorie des supercordes, plein de pistes théoriques, mais pour l'instant, on n'arrive pas à les tester, on n'arrive pas à les discriminer.
Et il y a des découvertes qui augmentent notre ignorance, paradoxalement. Par exemple, souvenez-vous, il y a 15 ans, il y avait énormément d'ouvrages qui annonçaient qu'on était au bord de la théorie du tout. La théorie des supercordes. On pensait qu'on allait trouver un cadre théorique qui permettrait de décrire en même temps les 4 interactions. Eh bien, le LHC, la machine du CERN dont j'ai parlé tout à l'heure, ne trouve aucune particule qui ressemble à celle que prédit la théorie des cordes. Donc, on fait des découvertes. Le fait de faire des découvertes, parfois, ça augmente l'ignorance. Voilà. Et donc, quand on comprend ça, qui pourrait s'autoriser à prédire la suite de l'histoire? En plus, si vous avez une théorie du tout, comment vous faites pour savoir si elle est complète? Alors, une autre question qui m'est venue, à un moment dans le livre, vous expliquez que la physique peut nous expliquer ce qui va se passer dans 250 000 ans, parce que sera la Terre dans, je ne sais plus, c'est 250 000, je crois, avec Pangea Ultima, là, c'est-à-dire les continents se retrouvent, etc. Par contre, vous expliquez aussi qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans à peu près 50 ans ou un siècle, parce qu'il y a ce phénomène nouveau. L'avenir de la planète Terre, enfin en tout cas de son environnement, de son atmosphère, il dépend de notre activité humaine. Donc comment prédire ce qui va se passer dans les prochaines décennies dès lors qu'on a compris que ce qui va se passer dépend de ce qu'on va faire? Comme on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Voilà. Donc l'avenir à relativement court terme, il est difficile à prédire. On peut donner des perspectives, etc. Mais quelle sera la température en moyenne en 2100 en 2200 par exemple? Ça dépend de ce qu'on va faire. Bon. En revanche, si on regarde le très long terme, en l'occurrence il y a un article de Nature qui est paru il y a 2 ans qui a fait travailler ensemble des physiciens, des géologues, toutes sortes d'experts de disciplines différentes qui se sont demandé comment sera la Terre dans 250 millions d'années. Et là, très curieusement, il y a une sorte d'arasement de la politique, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de considérer l'activité humaine, parce qu'à long terme, elle n'aura aucun effet. Il va y avoir un rapprochement des continents à cause de la dérive des continents. Ils vont fusionner en un seul hypercontinent qu'on appelle la Pangea Ultima. Quand les bordures des continents vont se rapprocher, ça va déclencher une activité volcanique intense avec libération de gaz à effet de serre. Donc l'activité en termes de gaz à effet de serre va augmenter, la température va augmenter. Et on sait aussi que le Soleil aura une activité 2,5% plus élevée qu'aujourd'hui. En clair, il fera chaud et les humains tels qu'ils sont aujourd'hui ne pourront pas survivre, d'autant plus que cette Pangea Ultima sera une sorte de gigantesque désert sur lequel la pluie ne pourra pas tomber. Donc, on ne sera pas là, quoi. Et on ne sera pas là, et en plus, toutes les traces de notre existence présente ont été en fait effacées par l'érosion, par la pluie, le vent, la vie organique, etc. Donc, il n'y aura aucun moyen pour qui viendrait sur cette terre dans 250 millions d'années de savoir qu'on a été là. Pas forcément grave. Mais si vous tenez à apporter la preuve que l'humanité a existé sur Terre, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller sur la Lune. Et pourtant, on pense à ça, nous. Aller sur la Lune, déposer des trucs un peu partout, parce qu'il y a quand même des météorites qui tombent sur la Lune. Mais sur la Lune, il n'y a pas d'activité sismique, il n'y a pas de vie organique. La Lune n'oublie pas. Donc une trace de pas que vous laissez sur le sol lunaire, elle sera encore là dans 250 millions d'années. Voilà, donc si vous voulez qu'on apporte la preuve qu'on a été là, il faudra aller se faire voir ailleurs. C'est toujours la même chose. D'accord. Pas facile. Juste une petite dernière question, parce que ensuite c'est à la salle qui pourra poser des questions. La question du réchauffement climatique, est-ce qu'elle vient poser de nouvelles questions aux physiciens, dans le sens où l'homme peut intervenir finalement dans ce monde qu'il est en train de découvrir, dont il ne connaît pas tout dans cet univers, dont il ignore encore beaucoup de choses? Alors, quand on parle du climat, ce qui m'agace, c'est qu'on confond la science et la recherche. Et on le fait souvent. Et la science et la recherche, c'est pas du tout la même chose. Évidemment, ça se touche. C'est pas 2 activités étrangères l'une à l'autre. Mais la science, c'est en gros un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Voilà. C'est un corpus de connaissances. Par exemple, est-ce que la Terre est ronde? Oui. Est-ce que l'atome existe? Oui.
Est-ce que l'univers est en expansion? Oui. Est-ce que les espèces vivantes évoluent? Oui. Vous avez le droit de critiquer ces résultats, même de les contester, mais vous ne pouvez le faire que si vous avez des arguments scientifiques pour le faire. Vous ne pouvez pas les critiquer par votre seul ressenti, vos croyances, parce que je l'ai dit, la science, elle contredit le sens commun. Donc si votre arme critique, c'est le sens commun, ça ne va pas marcher. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle la science. Mais la science, elle pose des questions dont nous savons que nous n'en avons pas les réponses. Autrement dit, on sait qu'on ne sait pas. Par exemple, dans ma communauté, on ne sait pas si une particule élémentaire qui s'appelle le neutrino est identique ou non à son antiparticule. On n'en sait rien. Donc on fait des recherches très compliquées, dans des cavernes. Bon. Et on est un peu arrogant parce que nous, on sait qu'on ne sait pas, mais on est arrogant parce qu'on pense que les non-physiciens ne le savent pas non plus. Voilà. Et donc, vous voyez, le moteur de la recherche, c'est le doute. Mais ce n'est pas le doute du sceptique. C'est le doute de ceux qui savent que personne ne sait. Donc c'est un doute qui est basé sur la connaissance. Comme on sait qu'on ne sait pas, on va chercher. Et quand on confond la science et la recherche, comme on l'a fait pendant le Covid, d'une façon désastreuse, le doute qui est consubstantiel à la recherche est venu coloniser l'idée même de science. Et on dit la science c'est le doute. Ah bon? Vous connaissez des physiciens qui doutent de l'existence de l'atome, vous? Vous connaissez des gens qui pensent que la Terre est plate? Vous connaissez des gens qui doutent, je ne sais pas moi, de l'expansion de l'univers? Non, non, on est sûr de ça. Évidemment, on peut toujours philosophiquement pondérer tout ça par un coefficient de doute, mais tout le monde vit avec l'idée que l'atome existe. Et donc, quand on dit la science c'est le doute, on dit mais pourquoi l'apprendre? Et si on dit cela, et si on voit en plus que sur les plateaux de télévision, des gens ne sont pas d'accord, pourquoi moi, avec mon ressenti, mes croyances, je ne pourrais pas dire Urbi et Orbis qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse? Donc, moi, je martèle que la science et la recherche, ce n'est pas la même chose. Et s'agissant du climat, il y a des choses qu'on sait, et il y a des choses qu'on sait ne pas savoir. C'est pour ça que les climatologues disent des choses, et en même temps, ils se posent des questions. Mais les questions qu'ils se posent ne remettent pas en cause tout ce qu'ils savent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est limpide. Et si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est que je vois que le décompte s'est arrêté. Donc je ne sais pas s'il y a des gens pour pour passer le micro pour les questions dans la salle. Oui. Et après, est-ce qu'il y a des gens qui vont oser lever la main, en voilà un, pour poser les questions? Oui, bonjour Monsieur Klein, merci pour votre très belle conférence. Si je vous ai bien compris, l'expansion de l'univers, les galaxies, elles sont immobiles, mais c'est l'espace qui se dilate pour faire penser que ce serait les galaxies qui se déplacent, mais ce n'est que l'espace. Les galaxies, elles, sont immobiles. Oui. Non. Donc j'ai été clair. Vous avez distribué plein de 20 sur 20. Mais il y a du nouveau, puisque vous avez sans doute entendu parler d'énergie noire. Depuis à peu près l'an 2000, on constate que non seulement l'univers est en expansion, mais cette expansion s'accélère. Et cette accélération, elle est engendrée par un truc de nature inconnue qu'on appelle l'énergie noire. Et la question est de savoir de quoi elle est faite. Il y a pas mal d'hypothèses. Et on attend avec impatience les résultats d'un satellite, d'un télescope spatial qui s'appelle Euclide, qui est installé à 1 500 000 km de la Terre, à un endroit qu'on appelle un point de Lagrange, et qui est en train de cartographier dans une grande zone d'espace, en 3 dimensions, toutes les galaxies observables, pour voir si cette accélération a été constante au cours de l'histoire de l'univers, ou si elle a eu des variations temporelles.
Et si elle est constante, enfin, ça va nous emmener un peu loin, mais si elle est constante, un bon candidat, ce serait la constante cosmologique inventée par Einstein en 1917, à laquelle il avait renoncé. Mais bon, tout ça pour dire que moi je pense que quand Einstein a tort, il a quand même raison. Voilà. Donc on se reverra dans 2 ans, je pense, et là on aura un verdict par l'observation qui sera, je crois, assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bon, moi j'ai une question beaucoup plus simple. Ne pensez-vous pas que le record a été battu parce que l'intensité de la pesanteur est plus faible à Mexico qu'ailleurs, à cause de l'altitude? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Et le micro un peu plus près. Vous parlez de Fosbury? Oui. Oui, non, mais la diminution de la gravité quand on monte à 2000 mètres, qui est l'altitude de Mexico, c'est quand même pas énorme. Et de toute façon, dans les compétitions, même au niveau de la mer, tout le monde saute en Fosbury. Hein. D'accord. Donc d'un point de vue mécanique, le Fosbury est plus efficace que le saut ventral d'autrefois. Vous voyez merci. plus de gens sauter en ventral. Mais là où peut-être il y a des choses à apprendre, c'est quand on regarde, moi je les ai regardés avec fascination, les Jeux paralympiques. Vous savez, il y a la question de Spinoza, que peut le corps? Et Spinoza répond, dans l'éthique, il répond à la question que peut le corps en disant personne n'en sait rien. Personne ne sait comment un corps peut rencontrer des limites. Et on ne les connaît pas en tout cas. Il y a sans doute des limites, on ne peut pas sauter directement au sommet du Mont Blanc, donc il y a des limites, mais on ne sait pas très bien où elles sont. Or, quand on regarde les athlètes paralympiques et qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire... Vous le dites vous avez des exemples. Moi, j'ai regardé ça avec fascination. Par exemple, j'ai assisté au Stade de France à la finale du saut en hauteur pour les athlètes unijambistes Alors, il y a plusieurs catégories selon que leur jambe est coupée en dessous du genou, etc. Mais en l'occurrence, c'était ceux qui avaient vraiment qu'une jambe qui était coupée au niveau de la hanche. Et il y en a un qui a sauté 1m60, 1m82 sur une jambe sans élan, en Fosbury. Et là, combien de bipèdes sont capables de sauter 1m82 en prenant de l'élan? D'accord ? Donc c'est quand même fascinant de voir que des athlètes paralympiques lourdement handicapés font des choses que les valides ne peuvent pas faire. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Moi, j'en ai une. Il y a une question ou pas? Excusez-nous, on est un peu aveuglé là, parler. Oui, bonjour. J'ai une question qui pourrait paraître un peu rhétorique. Vous avez parlé de narcissisme des physiciens qui font... Certaines disciplines empiètent un peu sur leur domaine. Moi, j'ai une question. C'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une certaine limite conceptuelle des humains, de manière générale, à pouvoir créer de nouveaux concepts, en fait, qui puissent expliquer l'univers, et que même si on a de nouvelles données recueillies, nous aurions des limites d'interprétation de ces données-là pour en faire quelque chose d'utile. Dit autrement, est-ce qu'au bout d'un moment, on est juste trop bête pour comprendre les choses? Enfin, moi, je reprendrais Blaise Pascal. Hein. On tient le milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On est au milieu, quoi. Donc, on pourrait dire on n'est rien par rapport à l'univers, mais quand même, il faut mettre à notre crédit le fait qu'on a pu sortir partiellement de notre condition et accéder à des mondes qui nous sont complètement cachés, quand même. On est en train de fêter cette année là les 100 ans de la physique quantique. La physique quantique, excusez-moi, mais c'est quand même un truc à mettre à notre crédit. Elle est née entre 1923 et 1927, créée par des jeunes esprits. Hein, c'est des Européens qui avaient 25 ans d'âge moyen, hein, les Heisenberg, Pauli, Dirac, des jeunes gens, quoi. Ils inventent des concepts qui ne sont pas du tout les concepts familiers, qui mettent d'ailleurs le bon sens, le sens commun en complète faillite, qui vous explique que si une particule peut être dans l'état A ou bien dans l'état B, elle peut être dans A plus B. Ça veut dire quoi, A plus B?
J'ai un électron qui est dans A, il est ici, je peux le mettre à la position B qui est là. La physique quantique me dit, si tu peux le mettre là ou bien là, tu peux aussi le mettre dans A plus B. Mais il est où quand il est dans A plus B? Il est au milieu. Et quand on fait une mesure, on a une chance sur 2 de trouver A, une chance sur 2 de trouver B. Mais alors avant la mesure, c'était quoi la position? C'est un truc de fou, quoi. Et ça marche. Ça marche. Donc, sans doute qu'on ne comprendra jamais tout, mais avant de se lamenter sur le fait qu'on ne peut pas tout comprendre, commençons quand même par tenter de comprendre ce qu'on sait. Voilà. Et je dis ça parce que moi, je m'inquiète, il m'arrive de faire des conférences et je trouve que, comment dire, dans le monde numérique, le faux, la force du faux est plus forte que la force du vrai. Voilà. Et que le faux est dopé par les algorithmes, y compris dans les questions scientifiques. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que finalement, chacun se sent libre de décider ce qui est vrai pour lui. Chacun peut décider de sa fiction personnelle sans tenir compte des vérités scientifiques dans sa façon de penser ou de parler. Très bien, la liberté de penser, de croire, elle est totale. La question, elle est politique. Quand dans une société républicaine, la liberté est mise très au-dessus de la vérité, comment on fait pour décider d'un projet commun? Que serait la politique spatiale d'un pays dans lequel la moitié des gens seraient platistes? Voilà, je pose la question. Mais il me semble qu'une république a besoin non pas de s'accorder sur ce qu'est la vérité, mais au moins de s'accorder sur le fait que la vérité a de la valeur. On n'est pas obligé de la partager, mais on doit considérer que la vérité a de la valeur. Et j'ai l'impression que c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Oui, vous en parlez d'ailleurs hein, sur la fin du livre, de cette accélération qui relative tout et qui... voilà. En tout cas, moi, pour avoir beaucoup de réponses, pour avoir 20 F sur 20 en physique, mais pour moi, c'est trop tard. Et surtout pour vraiment découvrir l'enthousiasme qu'il y a pu y avoir chez ces chercheurs, chez ces gens qui nous ont fait découvrir les mondes. Je vous conseille vraiment de lire ces transports physiques qui nous transportent bien au-delà de ce que je croyais en ouvrant le livre. Donc merci beaucoup Étienne Klein. Mesdames, Messieurs,